14 avril 2014 à Chibok, dans le nord du Nigeria, il est environ 23 h lorsque 300 hommes s'introduisent dans un lycée de la ville qui compte 65 000 habitants et qui est à majorité chrétienne. Ces hommes sont des membres de la secte islamiste Boko Haram. Ils enlèveront 276 jeunes filles. Cet événement soulèvera une vague d'indignation internationale et on en parle aujourd'hui avec Georges Dougueli. Bonjour, vous êtes journaliste à Jeune Afrique, spécialiste de Boko Haram. On va d'abord essayer de remonter dans le temps. En fait, ça fait déjà plusieurs mois que Boko Haram s'en prend à des établissements scolaires. C'est pas la première fois. Non, c'est une campagne qu'ils ont engagée depuis que ce groupe armé est en activité. Ils ont attaqué des écoles d'abord parce que c'est dans leur ADN. Parce que Boko Haram, il ne faut pas oublier que ça signifie, en abrégé, l'école occidentale n'est pas permise, elle est mauvaise. Oui. Donc l'école est une cible. Et depuis quelques mois, ils attaquent les écoles, d'abord pour démobiliser, pour essayer d'intégrer les jeunes qu'ils trouvent dans les écoles, dans leur rang, et ensuite pour assassiner des enseignants. Et alors la menace est telle que l'État de Borno avait décidé de fermer les établissements scolaires de la région pour une durée indéterminée. C'est l'effet de la capitulation des pouvoirs publics nigérians qui montre là une incapacité à assurer la sécurité. Cela a contribué à raffermir cette secte islamiste et les écoles, évidemment, étant fermées, on s'est rendu compte sur le tard qu'il aurait fallu y mettre des hommes armés ou des vigiles. Alors justement, lorsqu'ils s'attaquent au lycée de Chibok, ils sont extrêmement bien renseignés puisqu'ils savent que l'établissement n'est pas du tout surveillé et surtout qu'il n'est pas vide. Et effectivement, les cibles ne sont pas choisies par hasard. L'école de Chibok n'était pas protégée. Il faut savoir qu'au Nigeria, il y a des écoles qui bénéficient d'une protection payés par les parents, c'est-à-dire que c'est des vigiles privés. Et cette école-là, elle, n'était pas surveillée et ils l'ont choisie d'abord pour cette raison, parce qu'ils ne rencontreraient pas de résistance. Et quand ils y sont allés, c'était dans la nuit, parce que Boko Haram privilégie les actions nocturnes, où les jeunes filles étaient endormies, elles ont entendu du bruit et se sont regroupées dans un endroit. Et quand elles ont vu venir des soldats, des hommes habillés comme des soldats de l'armée nigériane, elles ne se sont pas méfiées tout de suite. Et en plus, ils sont allés prendre des véhicules, des vélos de leurs enseignants. Ils sont arrivés et se sont rendus compte trop tard que c'était des gens de Boko Haram et non pas parce qu'ils se sont fait passer pour des soldats de l'armée officielle. Ils n'ont donc rencontré aucune résistance ce soir-là? Aucune. Dans d'autres collèges, parfois, il y a une forme de résistance. Il y a des élèves qui s'y échappent, des enseignants qui s'échappent. Ceux qui ne fuient pas sont parfois exécutés sauvagement dans la cour. Pour le cas de Chibok, ça s'est passé dans la nuit. Il n'y avait pas d'enseignants. Il n'y avait que des jeunes qui étaient internés, qui étaient en internat dans cet établissement. Et voilà, elles ont été arrêtées, emmenées de force dans un lieu indéterminé. Qu'est-ce qu'elles y faisaient, ces jeunes filles? Elles préparaient le baccalauréat, c'est ça? Si je me fie à l'âge de la plupart d'entre elles, c'était des adolescentes, des jeunes adolescentes. Il y en avait qui avaient 14 ans, d'autres qui en avaient un peu plus, 18 ans. Il y en a une qui a sauté du convoi, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui avait 18 ans. J'imagine à cet âge qu'on prépare le baccalauréat. Oui, effectivement, il y en a une qui a sauté du convoi, qui va réussir à échapper à leur vigilance et qui témoigne. Alors, effectivement, elle dit qu'ils portaient des uniformes, qu'au départ, elles ont eu confiance et que très vite, en entendant leur accent grossier, elles ont finalement compris que ce n'étaient pas des soldats. C'est ça qui différencie aussi Boko Haram de l'armée nigériane, c'est l'accent grossier. Tout à fait. Écoutez, les soldats sont quand même formés. Et puis, quand on parle d'armée, c'est une espèce de task force qui opère dans cette zone-là. C'est-à-dire que c'est un mélange de forces de gendarmerie, de police, qui ont une formation, qui parlent de manière assez courtoise aux gens. Et Boko Haram, c'est en général dans le nord-ouest du Nigeria, ce n'est pas une zone très scolarisée. Ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas eu l'éducation qu'on pourrait avoir dans les zones au sud, ou les zones urbanisées de l'Est. Alors, quand on voit ces gens-là venir, on le sent tout de suite que ce n'est pas des soldats. Alors, le gouvernement nigérien va mettre beaucoup de temps à réagir. Pourquoi, d'après vous? Il est pris de court, il est incompétent? Parce que, de manière habituelle, c'est un gouvernement, c'est une machinerie fédérale qui est très lourde à mettre en branle. Le gouvernement nigérian est très centralisé. Les pouvoirs ne sont pas souvent attribués au pouvoir
aux États fédérés. Et du coup, pour que l'information remonte à Lagos, à Abuja, pardon, et que toute la machinerie se mette en marche, il y a toujours un temps de retard. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, c'est que Abuja, il faut le dire, se sentait très peu concerné par ce qui se passait au nord du Nigeria. C'est la raison pour laquelle cette secte s'est développée de manière aussi incroyable. Et du coup, on va perdre la trace de ces jeunes filles. Il va falloir attendre le 5 mai pour avoir de leurs nouvelles, et ça sera sous la forme d'une vidéo de propagande de Boko Haram. Qu'est-ce qu'on y voit? Ben voilà, on voit le gourou de cette secte terroriste qui reconnaît, qui revendique l'enlèvement de ces jeunes filles, qui dit aux parents, en gros, je vendrai vos filles au marché. C'est une vidéo irregardable, c'est difficile, c'est insoutenable de cruauté, de cynisme. Il le dit, ce monstre, et il en est très fier. Et le monde entier découvre l'horreur de cette secte terroriste. On se rend compte de la gravité de ce qu'ils ont fait, et d'où la mobilisation qui a suivi. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il va y avoir cette indignation internationale avec toutes ces personnalités qui vont prendre une pancarte avec écrit, on va en voir quelques-unes, « Bring back our girls », anonymes, stars, responsables politiques, une vraie mobilisation, une vraie solidarité. Est-ce que finalement, ça a servi à quelque chose? Ben écoutez, ça sert toujours à quelque chose de se mobiliser, que la communauté humaine dise non à ce qui est inacceptable. Ouais. Parce que cet enlèvement des jeunes filles innocentes qui avaient toute la vie devant elles est totalement inacceptable. Il était important que les gens disent non, et que les gens le disent à ces sauvages que ça ne peut pas être accepté. Mais est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que ça leur a pas donné encore plus de valeur? Bon, c'est clair que les terroristes recherchent ce genre d'effets. Oui. Mais ce théâtre aurait été encore plus catastrophique à mon avis, parce que déjà pour ces jeunes filles, le jour où elles sortiront de cet enfer, au moins elles auront la consolation que voilà, on ne nous a pas laissé tomber. Et vous pensez qu'elles sortiront de cet enfer? Je suis convaincu qu'un jour elles sortiront, peut-être pas toutes malheureusement, et peut-être dans un état... peut-être qu'elles seront complètement détruites ou enceintes. On en est où aujourd'hui? On a des nouvelles d'elles? Est-ce qu'elles sont encore ensemble, réunies? Il y a eu énormément d'effets d'annonce. Il y a eu une négociation qui n'aurait pas abouti, selon nos informations. Le gouvernement du Nigeria ayant refusé d'accéder aux revendications de la secte islamiste, qui demandait la libération de certains de leurs prisonniers. Le gouvernement a refusé de le faire, et depuis lors, on n'en a plus entendu parler. Donc, on est sans nouvelles d'elles. Georges Douguely, si je vous demande de terminer cette phrase, le 14 avril 2014, c'est le jour où? Que me répondez-vous? C'est le jour où on a découvert que des musulmans pouvaient enlever des musulmans, comme ils pouvaient enlever des chrétiens pour en faire des esclaves sexuels. Des hommes pouvaient détruire délibérément la jeunesse innocente au nom d'une idéologie obscurantiste. Merci beaucoup, Georges Douguely, d'avoir été mon invité dans le jour où. L'information continue sur LCI.